Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 7 règles d'or pour réussir en swing trading. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. J'ai pas trop de temps en ce moment pour faire des vidéos un peu plus poussées, mais j'ai trouvé le temps entre deux webinaires, puisque tous les jeudis soirs maintenant, je fais un webinaire sur une étude de marché, des statistiques. Je vous partage mes recherches sur les marchés pour vous créer des convictions. Et puis c'est intéressant de comprendre un petit peu comment s'est passé le marché dans le passé pour essayer de trouver des récurrences pour le futur. Bref, une vidéo qui va du coup parler des 7 règles d'or pour réussir en swing trading. C'est une vidéo que je veux faire puisqu'elle va couvrir tous les aspects de ma méthodologie. Évidemment, on ne rentrera pas en détail sur tous les aspects, mais je vais essayer d'être bref et de vous donner les éléments les plus importants pour chaque pilier. Également à la fin, restez nombreux, on ira voir un cas concret, un trade que j'ai en portefeuille qui correspond grosso modo à ce process-là que je vais vous expliquer. Donc à la fin, on ira voir un trade expliqué de A à Z avec ce process et ces 7 piliers que je vais vous énoncer. Alors, petite règle, comme d'habitude, je vais vous demander de participer si vous appréciez ce genre de vidéo pédagogique. Mine de rien, ça prend beaucoup de temps à faire, alors certaines plus que d'autres, évidemment, mais c'est comme les lives le jeudi soir, ça demande énormément de travail, de recherche, synthétiser l'information pour vous donner quelque chose qui soit digérable. Un gros like, ça me fait toujours plaisir. On essaye de casser les 50-70 likes. Un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez exprimer quoi que ce soit. Et puis abonnez-vous, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, donc pour ne rien manquer, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Cela étant dit, on part sur le premier pilier, la première règle d'or pour le swing trader, c'est vraiment analyser le contexte de marché global, surtout quand on travaille les actions, mais c'est un peu pareil pour le marché crypto-monnaie, on va regarder ce que font les deux actifs majeurs, le Bitcoin et l'Ether, pour voir un petit peu le contexte de marché. Sur le marché action, c'est exactement la même chose. On va se renseigner sur ce que font les indices majeurs pour établir un diagnostic, voir si le marché est dans une dynamique plutôt haussière, baissière, neutre, et comment on définit cette dynamique. On peut faire compliqué, mais rien de plus simple que des moyennes mobiles. Vous mettez des moyennes mobiles 10 et 20 périodes simples. Si le prix est au-dessus de ces moyennes mobiles et que la moyenne mobile 10 est ascendante par rapport à la moyenne mobile 20, on est dans une dynamique haussière. Inversement, si le prix est en dessous et que la moyenne mobile 10 est sous la moyenne mobile 20, on est baissier. Et si les moyennes mobiles sont plates et que le prix oscille autour, on est neutre. Donc déjà, vous avez techniquement quelque chose qui vous permet d'identifier la tendance et la dynamique. Autre chose, on peut essayer aussi d'aller sur Stock Chart, un peu plus compliqué. Vous avez des ratios sur la différence entre des actions cotées sur le Nasdaq ou le NYSE qui font des plus hauts sur 52 semaines par rapport à des actions qui font des plus bas sur 52 semaines. Et donc ça vous permet de voir si le marché a un appétit du risque ou si le marché se comporte correctement pour créer un bon nombre de plus hauts sur 52 semaines sur la majorité de ces actions, ou plutôt s'il se rétracte et si on est dans un contexte difficile. Donc vous allez sur Stock Chart, vous tapez NAHL par exemple, et vous aurez ce ratio-là. Il faut bien comprendre quand même que ces indices, le Nasdaq, le SP500, le Dow Jones, sont des indices qui ont une pondération assez particulière, et donc quand ils vont monter, descendre, c'est seulement quelques actifs qui vont le tirer vers le haut ou le plomber, puisque la pondération, elle se fait grosso modo sur les 10 plus grosses sociétés, et le reste, ça ne va pas forcément porter préjudice ou tirer le marché vers le haut. Donc il faut comprendre que cette pondération, elle peut aussi vous influencer en erreur. C'est pour ça qu'il ne faut pas analyser uniquement les indices qui sont donc les gros indices, mais aussi aller sur des indices small cap, donc le Russell 2000, ou alors le mid cap, etc. C'est valable sur le marché européen, marché français, et évidemment sur le marché américain. Ça vous donne une meilleure vision de l'appétit des institutions. Est-ce qu'on est dans un contexte qui est défavorable et donc elles sont timides pour injecter des liquidités et par exemple ne vont se réfugier que sur des méga caps en partant du principe que ce sont des sociétés qui sont solides avec des résultats très importants et donc qu'il est peu probable que ça corrige fortement, en tout cas ça corrigera moins
qu'une small cap ou une moyenne capitalisation. Ce sont souvent des actifs qui sont délaissés en période de tension ou voilà, de tension ou difficile. Par contre, si on voit que les small caps commencent à être haussières, les indices small caps sont dans une nouvelle dynamique haussière avec du volume, des belles journées positives, etc., on peut estimer que les institutions sont sereines et qu'elles prennent du risque. Et donc là, vous allez avoir des retours sur investissement avec les small caps qui sont beaucoup plus intéressants et performants et importants. Donc voilà, il faut essayer de juger un petit peu ce contexte, prendre le pouls, prendre l'état de santé du marché et essayer de voir si c'est dans votre sens, contre vous ou plutôt neutre. Et vous allez voir que ça va découler les règles d'or, les prochaines règles d'or. Deuxième étape, c'est la sélection d'actifs, souvent trop peu mise en avant, trop peu prise au sérieux par les traders, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre, en tout cas un des éléments qui va vous permettre d'être performant. Souvent, c'est ce que je disais dans mon email hier à la communauté, on se focus uniquement sur le setup. Est-ce que c'est un setup qui est très joli, voilà, donc je ne sais pas quel est votre setup à vous, mais si c'est un triangle de compression, admettons, est-ce qu'il est vraiment bien tracé, les droites sont convergentes, elles passent par les points du prix, etc. Donc c'est un setup de qualité. Maintenant, le setup de qualité ne prime pas sur la sélection. Vous pouvez avoir un setup sur une action un très bon setup sur une action merdique, et donc votre résultat sera mauvais. Si par contre vous avez un très bon setup sur une très bonne action ou un très bon actif, évidemment que votre résultat aura de meilleures probabilités de succès. Et encore, vous pouvez toujours avoir un setup qui soit moins bon. À partir du moment où il est sur un actif qui est performant, vous avez plus de marge d'erreur que si vous aviez un actif qui est mauvais. Donc toujours privilégier la sélection d'actifs avant le setup, c'est très important. Donc là, je vous ai mis d'abord en grand 1 le contexte de marché. Deuxième règle la plus importante, la sélection d'actifs. Pour trouver le prochain surperformeur. Ça peut être sur crypto, ça peut être sur actions, ça peut être également sur devises éventuellement. Il faut comprendre que notre but à nous, c'est de trouver l'action, l'actif qui va surperformer dans les prochains mois, les prochaines semaines ou la prochaine année. Tout dépend de votre horizon de temps et de votre style de trading. Et donc, sur le marché action, il y a deux classes d'actifs, on va dire 3, qui vont vous permettre de trouver les meilleures actions. D'abord, vous avez les mouvements de fonds faits régulièrement, des actifs qui montent régulièrement, mais qui, in fine, vont faire 50, 100, 150, 200% de croissance tout au long de l'année. Donc ça prend quelques mois, c'est un mouvement qui est long, donc de fonds, qui est pépère, mais qui, grâce à des résultats fondamentaux, vont performer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs de croissance. Souvent avec des croissances des bénéfices et des ventes et de la marge exceptionnelles. Des fois, vous avez des bénéfices supérieurs à 100%, 500%, 1000%. Donc, des sociétés qui croient leurs bénéfices fortement, ça va attirer l'œil des institutions et ça va provoquer la spéculation et des tendances qui vont se créer. Ce sont les institutions qui créent les tendances. Donc, si elles sont intéressées et attirées par ces fondamentaux qui sont bons, voire excellents ou qui surprennent le marché, forcément, ou souvent, vous avez des tendances haussières. Je pense à SMCI, je pense à Nvidia, je pense à Elf dans le cosmétique, sur le marché américain. Toutes des actions qui ont pris quelques centaines de pourcents cette année parce que ce sont des valeurs de croissance. Maintenant, ce sont des valeurs qui sont quand même un peu pépères. Elles vont monter régulièrement. Si vous aimez les choses dynamiques, la rapidité sur les marchés, et que vous êtes comme moi, vous souhaitez des mouvements qui soient intenses. Certes, ils ne vont pas forcément durer, c'est ce qu'on appelle des valeurs ultra spéculatives, souvent avec très peu de fondamentaux, souvent le dossier est merdique d'ailleurs, mais avec un catalyseur X ou Y, une spéculation sur la rotation sectorielle, par exemple la crypto-monnaie, là je pense à il y a 3-4 semaines, un mois, il y avait tout le monde de la crypto qui était en ébullition, voilà, à cause des ETF éventuellement. Vous avez des actions américaines, des actions de merde qui ont pris 100, 200, 300% en 3, 4, 5, 10 jours. Avec des setups magnifiques, d'ailleurs on en parlera jeudi, venez nombreux au live.
Mais le dossier derrière, il est pourri. Derrière, elles sont retombées comme un soufflet et le prix est en dessous de votre point d'entrée théorique. Donc il faut bien comprendre que ce sont des mouvements intenses, ultra spéculatifs, souvent avec un dossier fondamental merdique, qui peuvent suivre des rotations sectorielles ou simplement des catalyseurs et des news. Et ça, par contre, ça va vous permettre d'avoir des retours sur investissement exceptionnels en quelques jours, quelques semaines. Là où les mouvements de fonds, les valeurs de croissance, c'est plutôt une sécurité pour votre argent et le faire fructifier sur une tendance moyen-long terme. Ok ? Et aussi, tout dépend de votre capital. Si vous avez un petit capital, moi je vous conseille des valeurs ultra spéculatives avec une gestion du risque, évidemment, mais ça vous permet de démultiplier vos performances et votre capital rapidement. Alors qu'une valeur de croissance, c'est un peu plus pépère et il faut tenir dans la durée, il faut être patient. Plutôt, disons, pour un profil avec des capitaux importants. Tout ça, on va les trouver grâce à des screeners. À DM Trading, on a fait coder des screeners qui vous permettent de repérer ce genre de valeurs, surtout les valeurs ultra spéculatives qui sont des opportunités pour faire fructifier votre argent rapidement. Vous allez voir que le plus dur avec ce genre de valeurs, c'est de gérer le gain puisque elles montent et elles descendent aussi rapidement. Donc ça peut prendre des fois 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours de hausse, et puis en une journée, manger tous vos gains si vous n'avez pas pris des profits, etc. Donc, deuxième aspect, la sélection des actifs, c'est très important. Troisième pilier, la taille de position. Ce pilier-là va forcément dépendre du contexte. Donc le premier pilier qu'on a vu ensemble, la taille de position va varier selon le contexte, surtout sur le marché action, mais sur le marché crypto aussi. Si le contexte est mauvais, il faut être peu agressif. Une taille de position qui diminue, on la divise peut-être par 2, par 4 par rapport à votre taille de position standard et pleine. Et ça vous permet, quand le contexte est difficile, de rester à l'écart, d'observer. Il y a peut-être quelques opportunités, vous les tentez, mais votre taux d'échec va être plus important. Donc, c'est pas le moment de grignoter les gains que vous avez pu faire dans un marché favorable, ou tout simplement de grignoter votre capital, seul outil de travail, je répète. Si le contexte est favorable, évidemment, il faut être agressif et pleine position. Et vous allez voir que on identifie ce contexte, au début, et si c'est favorable, on y va à fond, et vous allez voir que le feedback est très important. Qu'est-ce que vous dit vos 5, 10, 15 dernières positions, vos trades? Est-ce que c'est des trades gagnants? Est-ce que c'est des trades perdants? On va le voir juste après. Une fois que vous avez fait le contexte des marchés, la sélection d'actifs et la taille de position, voilà, j'allais oublier, il faut rentrer en position. Vous avez choisi le marché est favorable, disons. Vous avez choisi votre actif, un actif qui performe, très spéculatif et qui peut vous donner une opportunité. Vous avez défini votre taille de position, maintenant il vous faut rentrer en position. Okay, donc c'est le quatrième pilier le plus important. Le marché, il évolue, si vous regardez sur des centaines d'années, des dizaines d'années, vous regardez le marché, il évolue en escalier. Donc notre but à nous, c'est d'attraper le début d'une nouvelle jambe haussière. Comment? Il y a différents setups, une simple cassure, vous avez peut-être des outils à votre disposition qui vous permettent de rentrer en position. Moi, ce que j'affectionne, et ce qu'on affectionne à DM Trading depuis que Pascal a mis ça à DMT en 2010, c'est la contraction de volatilité, notamment avec les bandes de Bollinger. Bon, on a fait aussi coder d'autres indicateurs de contraction de volatilité. Ce setup-là, il permet de bien comprendre entre la relation et l'offre et la demande. Vous avez un actif qui est ultra spéculatif, avec du momentum, et qui à un moment donné va se poser. Et à un moment donné, la volatilité va se contracter, le marché va se calmer, et donc c'est à ce moment-là que vous devez identifier ce setup-là de contraction de volatilité. L'offre se tarit, les vendeurs se font de moins en moins présents, les acheteurs absorbent les vendeurs, gardant les titres en portefeuille, ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une contraction qui se réduit, puis après une expansion de la volatilité. C'est là où on prend position entre la transition entre la faible volatilité et l'expansion de volatilité. Pourquoi il y a cette expansion de volatilité? Parce qu'on va chercher de l'offre plus haut. Je vous le disais, il y a toujours autant de demandes, très peu d'offres. À un moment donné, tout le monde se bat pour les mêmes titres. On va chercher du coup de l'offre plus haut, ce qui va provoquer une expansion du prix et c'est cette volatilité importante. Donc notre but, c'est vraiment d'attraper le début de cette nouvelle jambe haussière grâce notamment, potentiellement, grâce à un setup de contraction de volatilité. Je parle pour moi, vous avez peut-être des setups différents et évidemment c'est faisable.
tous les setups fonctionnent à partir du moment où vous les connaissez, vous les maîtrisez. Il faut être expert dans son setup et dans sa spécialité. Donc voilà, le setup de contraction de volatilité, c'est vraiment un setup explosif. Vous avez un actif qui a énormément d'attention de la part du marché, énormément de demandes, qui monte fortement, et d'un coup qui se pose, et c'est à ce moment-là, quand la volatilité est calme, et que nous, on va repérer notre setup et qu'on va prendre position, quand ça va commencer à repartir avec de la volatilité. Le but, c'est pas de rentrer quand la volatilité est importante, puisque ça voudrait dire qu'on rentre un peu au pif, qu'on a un stop loss qui est trop large, qui est mal placé. Non. Grosse attention, ébullition, on se pose, on rentre en position quand ça repart. Ok ? Petite parenthèse sur pourquoi j'ai mis cette petite image d'un pêcheur. Et en fait, je voulais vous imager le fait que nous, traders, on ne sait jamais quel setup va fonctionner. On se met dans les meilleures contexte, les meilleures actions, parce qu'on sait qu'il y a des actions qui ont du momentum, qui ont une rotation sectorielle en cours sur cet actif-là. Bon, ok, très bien. On a des actions à fort potentiel. Maintenant, on ne sait pas s'il va y avoir du relais acheteur sur notre setup d'entrée à partir du moment où on va prendre position. Donc, il faut aller un petit peu comme un pêcheur, plusieurs fois, balancer notre ligne à l'eau et voir si ça mord. Une première fois, ça mord pas. Une deuxième fois, on ramène, on change l'appât ou on essaie de... Donc changer d'appât, c'est changer d'actif. On relance et à un moment donné, vous allez attraper un poisson. Est-ce que le poisson, c'est un petit poisson? Est-ce que c'est un gros poisson? On ne sait jamais si on a un surperformeur, une action qui va faire 20, 50, 100, 200%. On ne sait jamais si c'est une action qui va faire que 10% et retomber ou qui va faire 50%, 100% et ça va être l'actif de l'année. Donc, il faut lancer plusieurs fois notre ligne à l'eau. Quand ça mord, essayez de voir comment le prix se comporte, prendre des profits et toujours laisser, vous allez le voir, un reliquat courir. Ça, c'est dans la gestion des profits. Pourquoi? Parce que si on a chopé un monstre, il faut pouvoir être encore dedans. Sinon, on va avoir de la frustration. On ne sait jamais à l'avance quelle action, quel setup va fonctionner et quelle action va nous permettre de faire 50, 100% ou 5-10% ou va avorter. On ne sait jamais. Donc, il faut pas hésiter à prendre dans un contexte favorable plusieurs setups de prise de position à la suite, même si vous allez avoir des échecs, c'est normal, on va parler du stop loss juste après, mais vous allez avoir des échecs. Vous relancez, vous testez, jusqu'au moment où vous allez forcément trouver un actif qui va performer. Et cet actif-là qui va performer, vous allez le voir dans la gestion des gains, il ne faut pas le shooter directement, sinon ça ne marche pas. Ok? Donc on part sur le stop loss, et c'est ce que je vous disais, sur le stop loss, moi, mes meilleurs trades, en tout cas d'expérience pour moi, je ne sais pas vous, mais j'imagine que c'est pareil, les meilleurs trades ne reviennent jamais sur le point d'entrée. Ça part directement, c'est magique, ça part d'un coup et ça ne revient jamais, vous cherchez vos points d'entrée. Alors que les actifs qui merdouillent, souvent se finissent en perte et ne donnent rien. Donc à partir du moment où on a fait ce constat-là, vous tracez un stop loss et il faut qu'il soit assez court. On ne va pas laisser de marge de manœuvre au marché, un petit peu mais pas beaucoup, parce que sinon vous allez avoir des stop loss qui sont trop larges et trop difficiles à rattraper. Le but c'est d'avoir un stop loss très court et quand on sort, quand on prend position, c'est un peu comme une course épique, il faut que ça court, il faut que le marché avance, il faut que le cheval court et donc on ne revient jamais au-delà de notre point start, donc notre point d'entrée. C'est pour ça qu'on va accorder que très peu de marge de manœuvre pour notre stop loss. Ça permet quoi? Ça permet un risk-reward élevé, mais surtout ça permet un risk-reward élevé et facile et rapidement atteignable. Pourquoi? Parce que si vous mettez un stop-loss, admettons, de 10% pour faire un risk-reward de 5, il faut demander au marché 50%. Par contre, si vous mettez un stop-loss de 3, ok, vous voulez un risk-reward de 5, il faut demander simplement 15% au marché. Et si le marché vous donne plus que 15%, vous allez automatiquement avoir des risk-rewards astronomique. Donc ça, c'est un point et un élément important. Vous pouvez du coup vous tromper souvent, c'est ce que je marque ici d'ailleurs, oblige de perdre souvent, forcément, vous avez des stops courts, vous ne laissez pas de marge de manœuvre, vous avez plein d'actifs qui vont avorter, c'est normal, mais ces actifs-là allaient avorter quoi qu'il arrive, donc autant leur laisser peu d'espace que leur donner un espace important. Donc, il faut accepter la perte, ok? Il faut accepter la perte, c'est obligatoire. Quelqu'un qui gagne 90% du temps, honnêtement, c'est pas possible. Il faut à un moment donné avoir les pieds sur terre, c'est pas possible. Il y a des moments où le contexte est très favorable, où notre taux de réussite va monter drastiquement, 60-70%, mais ça ne va pas durer.
Ça ne va pas durer. Donc il faut se mettre dans un confort pour nous, en tant que trader, se dire que on n'a pas besoin d'avoir 70% de taux de réussite pour gagner. 30%, 40% suffit. Ok? Et c'est dans ces conditions-là qu'il faut se mettre pour ne pas stresser et faire n'importe quoi. Sinon, après, souvent, on sait que c'est assez dommageable pour le capital. Donc voilà pour le stop loss, très important. La gestion des gains. Ok, ça c'est important aussi. Pour moi, c'est mon plus gros défaut parce que j'ai tendance à laisser trop d'espace. On a tous nos défauts. Moi, c'est la gestion des gains. Ok, donc j'allège 50% de ma position sur une accélération, souvent sur un risk reward de 3 ou de 5, et je tiens un reliquat parce que un jour ou l'autre, il y a une action, c'est ce que je vous disais quand on va à la pêche, on va avoir un gros poisson. Et ce gros poisson, s'il mord, si on a une belle action qui va faire 20, 50, 100%, et vous le verrez jeudi si vous êtes là pour le webinaire, qu'il y a des actions qui font 50, 100% en une semaine, 2 semaines, sans aucun souci. Si on tombe sur ces actifs-là, et qu'on a shooté, et qu'on est sorti intégralement du marché au bout de 3-4 jours parce qu'on a un risk-reward de 3 ou 5, on va s'en mordre les doigts, et c'est ces actions-là qui vont vous permettre de faire des performances de fou sur l'année. Ok ? Donc, la gestion des gains, c'est pour moi la chose la plus difficile. Il faut travailler dessus constamment et, à mon sens, garder un reliquat pour surfer sur ce mouvement qui peut être explosif derrière. Ok ? Donc voilà pour la gestion des gains. Je fais assez court parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et puis j'aimerais bien passer sur la pratique. Le feedback, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la septième et dernière règle d'or en swing trading, c'est quel est le bilan des 5 derniers trades? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que j'ai un taux de réussite qui est correct? Est-ce que j'ai des risk-reward sympas et qui correspondent à ma méthode sur mes trades gagnants? Est-ce que mes trades perdants sont coupés assez rapidement, etc. Enfin, un feedback de vous, comment vous vous comportez, est-ce que vous respectez vos règles, mais aussi pour savoir si vous êtes en difficulté, est-ce que c'est de votre faute ou est-ce que c'est de la faute du marché, du contexte qui devient moins favorable et plus difficile. Ça, c'est important. Si c'est difficile, on lève le pied et on diminue notre taille de position, comme je vous le disais au début. Si c'est facile, on poursuit notre agressivité et on continue de rentrer en position et de prendre des setups. Le feedback, c'est une auto-analyse de est-ce que c'est de notre faute ou est-ce que le marché devient plus difficile. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait une réponse à ces questions-là. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment la dernière étape pour continuer ou pas de trader de cette façon-là. Donc voilà pour la théorie. On pourrait rentrer évidemment plus en détail sur plein de choses, mais je voulais être assez rapide, assez concis. Je crois que ça fait déjà à peu près 20 minutes qu'on est ensemble sur ces 7 règles d'or pour réussir en swing trading. Derrière, on va passer au cas pratique. Allez, c'est parti. Alors, allons-y avec un cas pratique que j'ai en portefeuille. D'abord, analysons le contexte de marché, c'est notre première règle d'or. Donc, sur le Nasdaq, on voit qu'on est sur un plus haut historique en ce moment. On voit qu'on a cassé le range, que le prix est au-dessus de la moyenne mobile 10, qu'elle est également ascendante et au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc, un contexte qui est favorable sur le Nasdaq, les méga caps. Par contre, sur le Russell 2000, vous allez voir qu'on est dans une correction. On est sur le point de repasser dans une dynamique haussière et un contexte très favorable, mais quand j'ai pris le trade, on était à peu près par ici, et donc on était sur un contexte plutôt défavorable, correctif, même si la tendance de fond est haussière. Donc ça, on a fait le contexte de marché. Okay, c'est la première règle d'or. La deuxième règle d'or dont je vous ai parlé, c'est la sélection. Comment arriver à trouver un actif, et cet actif en particulier, qui soit performant? Eh bien, j'ai lancé le screener que vous avez juste ici, un des screeners qu'on a à DM Trading, et vous voyez l'action SYRE qui se positionne à peu près dans le top 50 des meilleures actions américaines. Et donc, à ce moment-là, on a toutes les caractéristiques pour avoir un actif qui va performer. L'actif est passé de 10 $ à 25 $, donc une tendance prononcée, une vélocité extrême, et puis on vient se poser sur les moyennes mobiles 10 et 20. Donc à partir de ce moment-là, je sais que j'ai un actif qui répond à mes critères, donc qui est dans un contexte plutôt favorable. J'ai un actif sous surveillance. Je vais donc pouvoir mettre une taille de position initiale normale et il me faut rechercher un setup de prise de position. Le setup de prise de position, il survient ici, à ce moment-là, parce que vous voyez deux bougies qui sont colorées. Donc ça signifie qu'on a une contraction de la volatilité sur ces moyennes mobiles 10 et 20 qui sont ascendantes, donc sur un pullback.
Et à ce moment-là, je me dis j'ai une contraction de la volatilité dans un mouvement, dans un actif qui surperforme l'ensemble des marchés, des actions américaines et qui cartonne. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais vérifier en 1 heure si j'ai une contraction de la volatilité, là aussi, mais avec un autre indicateur, les bandes de Bollinger. Et on voit ici que les bandes de Bollinger sont plates, refermées, ce qui nous indique qu'on est dans une phase 1. Une phase 1 à DMT, c'est ce qu'on appelle une phase de range de faible volatilité. Et ce que je vais travailler moi, et je vais prendre position sur la transition entre la phase 1 et la phase 2. Ok, donc la phase 2, c'est l'expansion de volatilité. Donc l'offre se tarit à ce moment-là, le range et la volatilité est toute petite, et donc je vais prendre position dès la cassure avec un stop loss milieu de range. Et vous voyez que ça fait grosso modo un point d'entrée, donc on va faire ça, et un stop loss comme ça. Ok, je vais le déplacer. L'actif sort du range, je prends position, je mets mon stop loss au milieu du range de cette phase 1, de cette boîte, et je surfe sur un mouvement. Aujourd'hui, hier, j'ai pris un profit partiel de 50% sur un risk-reward de 5. C'est ce que je vous disais dans la gestion des gains. Donc j'ai mis mon stop loss court. Dans la gestion des gains, on prend des profits sur l'accélération, la première accélération, et derrière, on va laisser et tenir un reliquat, simplement parce que si la tendance se poursuit, si demain le marché monte à 30 ou 35, je vais être dedans. Okay, c'est primordial pour moi de suivre ces actifs qui ont des probabilités d'exploser et de faire des scores assez monstrueux. Donc voilà un trade que j'ai en portefeuille où j'ai encaissé 50% sur un risk-reward de 5 et je tiens mon reliquat en espérant dépasser les $30. Alors on voit quand même que l'actif a bien accéléré, mais c'est pas anormal. Ça, c'est des actifs qui ont une vélocité, un momentum extrêmement important. Donc voilà un actif que j'ai en portefeuille qui respecte tout le process que je vous ai énoncé. Évidemment, des fois, on a le contexte qui est un peu moins favorable, mais on va prendre des trades quand même. On ne peut pas avoir tout qui concorde de A à Z. Évidemment que c'est mieux. Ça s'appelle donc, c'est forcément dans les contextes très favorables. Mais là, on est dans un contexte qui était mitigé, plutôt positif sur les grosses capitalisations et moyen, voire négatif sur les small caps. Et on voit quand même que ça a très bien fonctionné. Évidemment qu'il y aura des pertes il y en a, mais vous voyez que quand on a un mouvement qui se fait, un actif qui fonctionne, on va chercher d'ailleurs des risk-rewards supérieurs à 5. Je vous rappelle qu'un risk-reward de 5, avec 20% de taux de réussite, vous gagnez déjà de l'argent. Okay, donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression, il faut d'abord identifier le contexte, quels sont les meilleurs actifs, vous avez le screener qui vous les donne, et derrière il faut retrouver un setup de prise de position, rentrer en position, mettre un stop loss court, gérer nos gains, etc., etc. Évidemment, ça paraît plus simple à dire qu'à faire. Je vous le dis, moi, mon problème, c'est la gestion des gains. C'est pas le plus difficile à corriger, mais c'est pas évident non plus parce que soit on est frustré si on prend pas nos profits de suite, soit si on prend nos profits, on va être frustré quand même parce que ça peut monter. Donc, je coupe tout le temps 50% de ma position et je laisse un reliquat en cas que la tendance s'accentue. Voilà pour moi, c'était tout pour cette vidéo explicative des 7 règles d'or pour réussir en swing trading. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un gros pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!